Alors bonjour à tous, je m'appelle Olivia Ferrand, je suis ostéopathe et aujourd'hui je vais vous faire un atelier sur la prise de la tension artérielle et la standardisation. Je me présente, donc je suis ostéopathe depuis 2019, j'exerce en cabinet libéral à Paris où je reçois des patients pour des motifs de consultation principalement neuro-musculo-squelettiques, un peu de triage neuro et de triage vasculaire aussi. À côté de ça, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Touch of Science où je fais pas mal de cas cliniques. C'est un compte plutôt pour les pros de santé où je vais parler aussi des derniers articles qui sont sortis, etc. Avant de commencer, j'ai quand même 2 liens d'intérêt à déclarer. Le premier, c'est avec Flammarion, chez qui j'ai publié un livre avec Antoine Coulis, donc Cerveau musclé sur Instagram, qui s'appelle Tiens-toi droit, où on démystifie un peu tout ce qui va être les idées reçues avec lesquelles viennent les patients en consultation sur le dos, la posture, l'activité physique, etc. Ça devrait pas trop rentrer en conflit avec ce dont on va parler aujourd'hui. En revanche, j'ai un deuxième lien d'intérêt avec PhysioLearning, chez qui j'ai un e-learning que j'ai créé avec Brian Littré, qui est kinésithérapeute, donc sur toutes les pathologies vasculaires qui miment les troubles musculo-squelettiques dans nos consultations. Voilà pour l'introduction. Déjà, première question, est-ce que vous avez l'impression d'avoir des troubles vasculaires, vous, qui se cachent dans vos cabinets? Est-ce que vous en voyez ou pas? Ouais. Ok. Est-ce que vous avez déjà renvoyé des patients pour suspicion de troubles vasculaires? Ouais. Ouais. Ok. Et à votre avis, quelle pathologie vasculaire pourrait se cacher dans les cabinets et mimer justement un peu des trucs musculo-squelettiques traîtres? Hypertension. Syndrome d'Eagle, oui. AOMI, ouais. STTB. Ouais, il y en a plein. Il y a des loges, des poplités. Ça peut aller même jusqu'à infarctus et AVC, en fait. Et donc là, je vais vous poser des questions qu'on a posées à des kinés dans une étude en 2001 et dans une autre en 2019. C'est qui, au cours du mois passé, a vu des pathologies cardiovasculaires dans son cabinet, que ce soit le motif de consultation du patient ou pas, mais juste le patient il a une lombalgie, accessoirement il a de l'HTA, un truc comme ça. Qui en a vu au cours du mois passé? Ouais, ok. Qui a vu des facteurs de risque cardiovasculaires au cours du mois passé? Ouais. Vous êtes tous cliniciens? Ou il y a des étudiants? Ouais. Donc vous n'avez pas de patients? Pas encore, ok. Vous avez des stages peut-être? Et en stage, vous en avez vu ou pas? Ouais. Ok. Qui a recherché des pathologies vasculaires chez vos patients au cours du mois passé? Ouais. Ok. Les tuteurs, ils ont cherché ou pas? Vous savez pas? Ok. Et qui a recherché des facteurs de risque cardiovasculaires? Ok. C'est pas mal. Qui a pris la tension à un patient qui avait une maladie cardiovasculaire ou des facteurs de risque cardiovasculaires? Ok. Les tuteurs? Ouais. Ok, super. Et qui a pris la tension à des patients qui n'avaient pas de facteurs de risque cardiovasculaire, pas de maladie cardiovasculaire, mais juste comme ça pour profiler, pour savoir qui est en face de moi et comment est son système cardiovasculaire? Ok, super. Donc c'est un peu plus que dans ces études en 2001 et en 2019, puisqu'il y avait 70% des kinés qui prenaient rarement la tension ou jamais. Et quand on leur demandait, ils disaient que ce n'était pas important pour leur population de patients, alors que quand on regardait qui ils avaient eu quand même 83% avaient vu des hypertendus, 80% avaient vu des diabétiques, ils avaient vu des AVC, des infarctus, etc. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a quand même un gros décalage entre les gestes dont auraient besoin les patients qui consultent en kinésithérapie et les gestes qui sont vraiment réalisés en cabinet. C'est-à-dire que ces patients-là, ils auraient besoin d'avoir un suivi au niveau de leur tension artérielle et ils ne l'ont pas. Les kinés aussi qui étaient interrogés disaient c'est pas un problème de compétence, je sais le faire, etc. Sauf qu'en fait, s'ils le font jamais, on peut se demander aussi s'ils sont capables d'intégrer les données du raisonnement clinique dans la prise en charge du patient. Ok, c'est comme l'histoire des mecs qui pensent pouvoir faire atterrir des avions
S'ils ne le font jamais, en fait, ça ne va pas marcher. Ok. Voilà, voilà. Et il y a des études qui se sont intéressées aussi à qui est-ce qui consulte en kinésithérapie. Et on se rend compte que donc, c'est des populations qui sont représentatives de la population générale. Et dans la population générale, à partir de 30 ans, les hypertendus, c'est 1 personne sur 3. Il y a 1 personne sur 2, enfin un hypertendu sur 2 qui ignore qu'il est atteint d'hypertension. Et il y a 1 hypertendu sur 5 qui est stabilisé. Donc vous avez évidemment des patients de plus de 30 ans, j'imagine. Et c'est des proportions qui sont représentatives de la population générale. Donc vous avez à minima de l'hypertension qui fréquente vos cabinets. Et bien évidemment, vous avez plein d'autres pathologies cardiovasculaires. Vraiment, vos cabinets, c'est un terrain de jeu pour les troubles vasculaires. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait une corrélation. Vous avez, j'imagine, des lombalgies en cabinet. Ouais. On s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation entre la lombalgie et les troubles vasculaires, les maladies vasculaires et les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, ce n'est pas une causalité. Ce n'est pas la lombalgie va causer des maladies cardiovasculaires, ni les maladies cardiovasculaires vont causer des lombalgies. Mais si vous prenez une photo de la population de lombalgiques et une photo de la population de gens qui ont pas mal au dos, on se rend compte, en fait, quand on détaille leurs caractéristiques, que parmi les gens qui ont mal au dos, il y a beaucoup plus de maladies et de facteurs de risque cardiovasculaires que dans la population qui a pas mal au dos. Et pareil, quand ces personnes qui ont mal au dos viennent dans vos cabinets, et bien du coup, ils ont potentiellement plus de chances d'avoir des maladies et des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre l'attention. Cette corrélation, on la retrouve aussi entre les maladies et les facteurs de risque cardiovasculaire et les douleurs chroniques. Vous avez des douleurs chroniques dans vos cabinets, j'imagine. Et pour les populations atteintes d'arthrose aussi. Ok. Donc, si on en vient au fait, comment choisir son tensiomètre? Déjà, on prend manuel ou électronique? Manuel. Ok, donc, effectivement, on prend électronique. Et le seul cas où on prend manuel, ça peut être intéressant si vous sentez qu'il y a des irrégularités de pouls ou si votre patient vous dit qu'il a des troubles du rythme. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de le prendre en manuel. On prend un brassard huméral ou au poignet? Huméral, ouais. Toujours mieux. Le tensiomètre que vous allez choisir, alors on me demande toujours quel modèle. Ça, c'est celui que j'ai au cabinet. Vous pouvez le prendre en photo après si vous voulez. Et sinon, j'ai un post qui est épinglé sur mon feed avec les listes de modèles qui sont validés et recommandés par les sociétés savantes. Il y en a qui sont plus à jour, mais il y en a encore certains qui sont validés et qui sont toujours d'actualité. Il y a quand même plus de 4000 modèles disponibles sur le marché. Il n'y a que 10% qui sont validés. Donc faites gaffe quand vous choisissez vos tensiomètres. Je n'ai pas de modèle à recommander parce que ça dépend aussi de la population de patients que vous recevez. Donc par exemple, un tensiomètre qui est validé chez les adultes, il n'est pas validé chez les femmes enceintes ou chez les personnes qui ont des gros bras aussi. Donc que ce soit les personnes en situation d'obésité ou alors les gym bros là, qui ont des biceps à donf, ça ne marche pas non plus. Il faut que ce soit validé dans ces populations. Attention aussi aux fonctions supplémentaires. Il y en a qui vont vous dire oui, ce tensiomètre, il est validé pour la fibrillation auriculaire, etc. En fait, quand vous choisissez votre modèle, prenez le nom du modèle et tapez le nom dans Google Scholar ou dans PubMed pour voir s'il a été validé. En général, il est validé par des études en interne, donc c'est-à-dire que si Omron sort un modèle, Omron va monter une équipe pour valider le modèle. Il y a un petit conflit d'intérêt quand même. Donc, essayez de trouver des validation studies qui sont validés en externe, donc par d'autres équipes. C'est quand même plus fiable, même si en soi, ce n'est pas parce qu'il y a un conflit d'intérêt que ça invalide une étude systématiquement. Et attention aux gadgets, parce que il y en a beaucoup qui ne sont pas fiables. En fait, j'avais eu un patient une fois qui venait pour cervicalgie et céphalée. Je lui prends la tension, il était à 16 et il n'y avait pas d'autres signes. Donc j'ai fait la consultation, je reprends la tension en fin de consultation. Il est toujours à 16. Donc j'ai dit bon bah là il va falloir aller chez le médecin. Je ne l'ai pas revu et je l'ai revu peut-être 2 ans après pour un lumbago.
Et il me dit ah bah merci pour la dernière fois parce que j'ai été chez le médecin, j'ai eu un traitement pour la tension, etc. J'ai vraiment plus de cervicalgie, plus de céphalée, tout est passé, etc. Donc maintenant je fais du sport, je mange bien, j'ai ma montre connectée, je suis à 12,8, je check tout le temps, etc. Et donc on fait la consultation, je lui reprends la tension, il me dit mais non, pas besoin, j'ai ma montre, regardez, 12,8, je suis au top et tout, et sur mon tensiomètre il est encore à 16. Et en fin de consulte, je reprends, il est toujours à 16, et donc je lui ai quand même dit de retourner chez son médecin et il m'a dit bah effectivement vous aviez raison, chez le médecin j'étais toujours à 16 donc on a revu le traitement pour abaisser à 14 et donc les montres connectées je pense que c'est l'avenir et ça va être très pratique mais actuellement c'est pas fiable et c'est pas validé pour suivre les patients. Donc il faut les inciter quand c'est comme ça à acheter un tensiomètre, vous pouvez leur envoyer un modèle de tensiomètre. Quand vous choisissez le brassard, il faut faire attention à la taille, que la taille du brassard soit adaptée au bras. On prend un brassard souple ou un brassard rigide? En vrai, ça n'a pas d'importance pour les bras normaux. Si c'est pour des gros bras, il vaut mieux un brassard conique et souple. Et si vous voulez faire des ABPI, donc le ratio cheville-bras, là, il faut pareil souple et conique. Ensuite, et donc les brassards ne sont pas interchangeables. Si vous achetez 2 tensiomètres, vous ne pouvez pas échanger les brassards, ça ne va pas marcher. Ça fausse la mesure, ok? Ensuite, est-ce que je peux avoir quelqu'un pour lui prendre la tension? Ok, merci Vince. Et non, tu gardes. Vous allez me dire tout ce que je fais de mal, ok? Donc vous regardez et on débriefe après. Ça va? Ça sert pas trop? Tu connais tes chiffres ou pas? 14,9, ok. C'était ça quand on avait fait en Suisse? Ouais. Ok. Là, le mien, il a plus de batterie. Pensez toujours à avoir des piles d'avance dans votre tiroir. Non, mais il n'est pas encore dead, mais là, je vois que ça clignote. Au cabinet, j'ai toujours des piles d'avance. Et vous ne faites pas avoir parce que c'est très embêtant. Et bah 148, 101. Ok, du coup, qu'est-ce qui allait pas, là, dans cette mesure? Ouais, il faudrait qu'il soit comment? Allongé, les jambes pas croisées, pas qu'il parle, les pieds au sol. Faut l'allonger 5 minutes avant, ouais. 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 Et le sweat, ouais. Ok. Donc, assis ou allongé? Ouais. Qui vote assis? Ok. C'est l'inverse. Dans les recommandations, c'est assis. Brian, il fait allongé parce qu'il veut que le patient soit le plus détendu possible. Moi, je fais assis parce que la majeure partie de la journée, on est quand même à la verticale et donc du coup, j'ai envie de prendre la mesure dans une position qui est plus représentative de ce qu'on fait la journée. Hier, Brian, justement, il m'a envoyé des données là-dessus. Quand vous êtes allongé, la systolique, elle est plus basse, mais la diastolique, elle est plus haute. Donc au final, il n'y a pas d'idéal. Ce qui est vraiment important, c'est que vous soyez standardisé. Si vous faites un coup assis au suivi, vous prenez la mesure allongée, ça ressemble à rien. Donc choisissez un truc, assis, allongé, peu importe, mais tenez-vous-y. Et si vous faites la BPI, donc le ratio cheville-bras, pour le coup, là, il n'y a pas d'histoire de assis, c'est allongé. Vous faites les 4 mesures allongées. OK ?
Donc, effectivement, on veut qu'il y ait eu 3 à 5 minutes de repos avant. Idéalement, il ne faut pas avoir... Attends, je t'enlève ça. Il ne faut pas qu'il ait mangé, bu ou fumé, parce que ça augmente la mesure. Il a tout fait, oui. Normalement, quand ça fait une demi-heure que vous êtes en consulte, si vous le refaites en fin de consulte, vous savez que pendant une demi-heure, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Après, il mange tes patients ? Donc oui, normalement, en fin de consulte, c'est contrôlé. Après, si vous leur avez fait faire du sport pendant la consulte, c'est un peu faussé. C'est difficile de tout maîtriser, mais bon, vous faites ce que vous pouvez. Normalement, pareil, la vessie, elle devrait être vidée idéalement parce que ça augmente les chiffres. Un brassard trop grand, ça diminue les chiffres. Un brassard trop petit, ça augmente les chiffres. Il faut enlever le t-shirt. Vous remontez pas la manche parce que ça fait garrot, donc ça va fausser les chiffres aussi. Ok. T'as autre chose à ajouter ? Je ne retirerai pas mon t-shirt. D'accord. Le bras doit être à la hauteur du cœur. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les pose sur une chaise à côté de la table. Voilà. Et ma table est réglable. Quoique là, c'est pas mal en vrai. Voilà. C'est bien, Vince, merci. Voilà. Pour c'est quoi les seuils d'hypertension ? Ouais. Ouais. En France ? Ok. Ok. J'avais pas ça. Alors moi, j'avais 14,9 pour les mesures au cabinet en France. J'avais 135,85 pour les mesures à la maison, en automesure. Et il y a 5 mm de mercure de différence pour l'effet blouse blanche. Et aux États-Unis, par contre, ils sont passés à 13,8. Et du coup, on peut se demander, est-ce que 13,8, c'est pas juste un truc qui profite à Big Pharma pour surtraiter les gens, ou alors est-ce que vraiment 13,8, c'est avantageux en termes de santé pour les patients ? Est-ce que vous avez une idée de la réponse ? À votre avis, qui vote 13,8, c'est mieux comme seuil ? Ok, qui vote 14,9, c'est mieux comme seuil ? Ok, 13,8, c'est mieux. 13,8, c'est mieux parce qu'on s'est rendu compte que quand on fait un traitement intensif de l'hypertension, c'est-à-dire qu'au lieu de viser 14,9 pour stabiliser le patient, on va viser 12,8. Vous allez éviter des complications graves à long terme aux patients. Et c'est aussi économique en termes de coûts de santé. Donc c'est plus intéressant de mettre un seuil à 13,8 pour les patients. Maintenant, si votre patient il est à 13,8, en France, les recommandations, elles n'ont pas changé. Donc je vous déconseille de renvoyer vos patients pour du 13,8 parce qu'on va vous prendre pour des allumés, déjà qu'on a du mal à être crédible. En revanche, vous pouvez conseiller votre patient sur des mesures d'hygiène de vie qui sont déjà très efficaces et qui sont le traitement de première ligne pour des hypertensions légères. Donc activité physique, tabac, alcool, café, sommeil, etc. Tout ça, ça a déjà un impact énorme sur la tension artérielle. Si vous perdez 1 kg, vous perdez 1 mm de mercure sur la systolique. Vous perdez 10 kg, vous passez de 14 à 13 déjà. Donc c'est énorme. C'est-à-dire ? Je comprends pas la question. Ouais. Bah, dans cette rangée-là, non. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est significatif une différence entre par exemple 115 et 120 ? Donc dans cet ordre-là, ouais, ça n'a pas forcément d'importance. Après, oui, plus tu es dans une tranche un peu chaude, plus c'est significatif, ouais.
Ma question, du coup, c'est très intéressant par rapport au poids. Donc, Vincent, c'est un peu foutu de ma gueule. Non, juste pour le poids, pour les femmes enceintes, du coup, parce qu'on tolère peu de tension chez les femmes enceintes, si j'ai bien compris, alors qu'elles prennent beaucoup de poids. Moi, par exemple, j'en ai pris 17. Quelle est censée être ma tension normale avec 17 kilos de plus? Alors en postpartum, c'est même recommandation que adulte normal. Ton seuil d'urgence en postpartum, il est comme le seuil d'urgence des adultes, donc il est à 18-12. Si vous avez un patient à 18-12, c'est une crise hypertensive s'il n'a pas d'autres signes. Donc là, c'est médecin rapidement. Si vous avez un patient à 18-12 avec d'autres signes, c'est une urgence hypertensive et là, c'est urgence. Sauf que quand je mets ça en story, j'ai toujours des médecins qui me répondent on n'a pas le temps, on ne s'inquiète pas avant 20. C'est le système de santé qui ne va pas très bien. Mais dans les recommandations, c'est 18-12. Pour les femmes enceintes, par contre, le seuil d'urgence, on tolère moins parce que tu as un plus gros risque d'encéphalite. Du coup, le seuil d'urgence, il est à 16-11. Mais pareil, hypertension 14-9. Et voilà. Et postpartum, bah en vrai, tu as un plus gros risque vasculaire en postpartum quand même, mais ils n'ont pas adapté le seuil en conséquence. Mais ouais, sur du postpartum, je serais quand même plus vigilante. Après, il y a quand même une prise de poids aussi, donc bon, voilà. Tu restes sur 14-9 de toute façon. Ouais. De rien. Est-ce que Vince, tu peux revenir pour la BPI? Ça vous parle, la BPI? Quand est-ce que vous faites un ABPI? Non, tu t'allonges. Pas d'idée? Ok, la BPI, ouais. Ouais, symptômes de claudication. ABPI, c'est quand vous suspectez une pathologie vasculaire au membre inf. Il faut savoir pourquoi vous faites les tests. C'est pas genre je suspecte un truc vasculaire, je vais faire un ABPI. J'ai des gens qui m'envoient des DM qui font des ABPI quand ils suspectent un STTB et on s'en fout. Hein. C'est vraiment au membre inférieur. Du coup, là, vous faites la mesure au bras. Vous replacez le brassard et pour avoir un peu le bras au niveau du cœur, ce que vous pouvez faire, c'est que vous placez le boîtier sous le coude. Juste ici. Comme ça, c'est régulé. La BPI, vous pouvez faire repos et effort. Comparer les valeurs de repos. Il y a des valeurs qui sont pathologiques et des valeurs qui sont physiologiques. Si vous voulez avoir toutes les valeurs, j'ai fait une fiche qui est gratuite où je résume tout. Je résume les valeurs pour les adultes, les urgences, les enfants, la tension à l'effort et la BPI. Juste vous envoyez tension en DM, il y a un truc automatique où vous recevez le lien de la fiche et tout est expliqué. Donc la BPI, en fait, vous allez mesurer la tension à la cheville droite, gauche, aux deux bras et vous divisez pour avoir la BPI à droite, la systolique de la cheville droite par la systolique la plus haute des deux bras. Et pour la BPI à gauche, vous divisez la systolique de la cheville gauche par la systolique la plus haute des deux bras. Ça vous donne des chiffres. Vous comparez repos, effort. Pour l'effort, parce que souvent les patients avec des pathologies vasculaires, ils ont des douleurs qui sont reproduites à l'effort. Vous faites faire à votre patient un effort qui reproduit ces symptômes. Et une fois que vous avez reproduit les symptômes, même s'il est en PLS, vous ne prenez pas un café avec lui. Hein. Il faut tout de suite faire la mesure. La tension artérielle, c'est vraiment une photo de l'état du système cardiovasculaire au moment où vous prenez la tension. Et ça a tendance à se normaliser en 3 à 6 minutes. Donc, il n'y a pas le temps de boire de l'eau. Ah, ça va, repose-toi, machin. Vous prenez tout de suite la mesure. C'est même idéal si vous avez 2 tensiomètres. Et du coup, là, je n'ai pas pris l'autre. Mais ça, ce n'est pas un brassard pour la cheville. Parce que c'est un brassard rigide. Donc là, il faudrait un brassard souple et conique. OK. Pour éviter que le genou comprime un peu l'artère poplitée, vous pouvez mettre un petit coussin juste au-dessus du creux poplité. Voilà.
Et je pense qu'on est bon. Ouais. Ok. Ouais. Alors, c'est fil vers le bas. Le repère, c'est au-dessus de la malléole interne. Donc, en gros, tu mets la partie basse ici. L'artère, elle est par ici. Tu viens palper avant, évidemment. Et tu places ton brassard là. Tu fais des deux côtés. Ok, d'autres questions? Non, c'est bon. Ok, ben merci à tous pour votre attention. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on est censé voir pour les STTB, s'il te plaît? En fonction de si c'est veineux ou artériel et tout, déjà, il y a une différence, c'est ça? Alors, ça va être dépendant de la symptomatologie du patient, de ce que ton patient il te décrit. Après, sur les STTB, tu peux avoir, mais ça dépend, tu peux avoir des valeurs normales au repos. Tu peux avoir une différence entre les deux bras. Tu peux voir que le trouble il se révèle quand tu mets l'artère en contrainte. Et je reviens sur les différences de tension aux deux bras aussi. J'en ai pas parlé. Mais alors, moi, j'avais appris que c'était un signe de dissection aortique quand j'étais à l'école. Et je sais que je suis pas la seule à avoir appris ça. C'est pas du tout un signe de dissection aortique. En revanche, avoir une différence de systolique entre les deux bras et même de diastolique, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Plus la différence entre les deux bras elle est grande, plus c'est un gros facteur de risque cardiovasculaire. Il n'y a pas de seuil. Donc je ne peux pas vous dire si vous trouvez 20 mm de mercure de différence entre les deux bras, il faut envoyer le patient aux urgences, etc. Ça dépend. C'est à réinterpréter avec le tableau clinique du patient. Typiquement, sur un STTB, tu peux avoir 20 mm de mercure de différence. Tu n'envoies pas ton patient aux urgences pour un STTB, tu vois. Donc ça dépend vraiment de ce que vous suspectez, mais en tout cas, avoir une différence entre les deux bras, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Et donc ouais, sur le STTB, c'est hyper variable. Tu peux avoir des STTB aussi avec des tensions normales sur du veineux, tu vois. Très variable. Je sais pas si... T'as un STTB? Ah. Ah mais oui, ça vaut le coup. Ouais, t'es pas sûr que... Ouais, t'essayes de regarder, parce que de toute façon, si tu trouves quelque chose, c'est un argument clinique en faveur d'eux, et toi, tu vas devoir faire un courrier pour expliquer au médecin que il y a tels arguments pour suspecter ça et pour justifier tel examen. Et pareil, en fait, pour la BPI, c'est quand même pas fiable. C'est beaucoup plus fiable de le faire avec un Doppler. Donc, si vous faites un ABPI, que les résultats ils sont normaux, mais que la clinique elle est beaucoup trop parlante, il va quand même falloir faire un courrier dans le sens de, et quand il n'y a pas d'autres hypothèses plus probables que le vasculaire, il faudra faire un courrier dans le sens de, cliniquement, j'ai ça. Moi, j'ai fait un ABPI, mais avec un tensiomètre qui n'est pas forcément fiable et adapté pour cette mesure. Donc, je vous prie de faire les examens que vous jugerez nécessaires, blablabla. De rien.